Wokisme, cancel culture, racialisme ou féminisme, tout un nouveau vocabulaire a vu le jour et souvent on ne s'y retrouve plus dans ces courants nouveaux. Dans tous les cas, cette question, faut-il repenser sa façon de penser? C'est notre grand angle. Avec vous, Emmanuel Hénin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature générale et comparée. Ce week-end, vous organisez un colloque à la Sorbonne. Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture. Vous en venez à l'instant. Et avec nous, Maboula Soumaoro, bonsoir à vous aussi. Vous êtes enseignante, chercheuse à l'université de Tours. Vous avez vécu aux États-Unis. Vous avez été spécialisée en études africaines-américaines. Vous venez de sortir Black is the Journey, Africana the Name chez Polity Press. Merci à vous aussi d'être avec nous. On va s'attacher tout particulièrement au wokisme. Tout le monde en parle, peu sont capables de définir cette théorie qui déchaîne les passions. Grégory Fontana vous explique. Si vous cherchez la définition exacte de wokisme, il est bon de savoir que même le dictionnaire y perd son latin. C'est comme les expressions cancel culture ou bien islamo-gauchisme qui ont fait subitement irruption dans le débat public. Tout le monde en parle sans que personne ne sache réellement de quoi il en retourne. Et pour cause. Tout est parti des États-Unis dans le milieu des années 60. Wokisme vient de woke, qui en argot veut dire éveillé. Être woke, c'est donc être conscient, engagé, vigilant à toute forme de discrimination. Un concept initié pour la première fois par Martin Luther King, qui dans un discours invitait des étudiants à être une génération engagée. Depuis, l'expression a évolué et elle déchaîne les passions. Ses partisans entendent dénoncer toute forme de discrimination sociale, celle qui vise les femmes, les personnes LGBT, les immigrés. Le terme est également utilisé auprès des militants pour le climat. C'est dire si l'expression est devenue fourre-tout avant d'être récupérée par ses détracteurs, non sans une certaine moquerie, pour désigner les idées défendues par la gauche radicale. C'est ce que l'on appelait avant le gauchisme. Le wokisme, pour ou contre, chacun en débat dans sa propre paroisse avec sa propre définition, et quand les deux se rencontrent, ils ne parlent plus du tout le même langage. Maboula Soumaoro, c'est vrai qu'on s'y perd un peu. Comment savoir de quoi on parle? Moi, je ne sais absolument pas de quoi on parle quand on utilise des termes comme le wokisme ou la cancel culture. Ce sont des termes qui ont apparemment traversé l'Atlantique et deviennent de plus en plus communs dans l'espace hexagonal français. Mais je ne sais pas ce que c'est. D'un point de vue de la recherche, par exemple, ce ne sont pas du tout des termes et des terminologies que je peux utiliser dans mes travaux. Donc, Emmanuel Hénin, vous y avez consacré ce colloque à la Sorbonne. Donc pour vous, ça veut dire quelque chose de bien précis, wokisme? Oui, alors je tiens à préciser quand même que le titre de notre colloque, c'était après la déconstruction. Et que, en fait, on utilise souvent de façon raccourcie le terme de wokisme. Mais il est clair que ce n'est pas un concept scientifique ni né dans les universités. Simplement, il emprunte, en effet, il reprend ce mot woke que les militants afro-américains ont pris. Et il est souvent étendu, c'est vrai, on constate depuis quelques années, à toutes ce qu'on appelle les théories critiques. Théorie critique de la race, théorie critique du genre, qui se revendiquent elles-mêmes des pensées de la déconstruction des années 60 et 70 et qui veulent déconstruire le savoir, mais pas sans déconstruire le savoir très bien, mais sauf que dans la pensée de Derrida ou Foucault, cette déconstruction était quand même largement propédeutique à autre chose. C'était une démarche. Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui avec le wokisme? On va rester sur le terme plus général pour que tout le monde se comprenne bien. On a déjà du mal à comprendre le terme, on va pas encore compliquer. Donc qu'est-ce qui vous pose problème? Oui, alors ce que je veux juste dire, c'est que je ne voudrais pas envoyer le terme wokisme, moi, parce que ça ne désigne pas, en effet, une démarche. Enfin, ça le désigne, un peu de façon lâche, et ce n'est pas un terme archi précis. En effet, je suis d'accord avec mon interlocutrice. Simplement, on l'emploie en raccourci pour désigner une tendance militante de la recherche. Une tendance, c'est très très bien qu'il y ait des militants pour toutes sortes de choses. Simplement, nous estimons que l'université ne doit pas être prise en otage par des militants et que les sujets de recherche, etc., sont trop souvent annexés par des militants, quitte à perdre beaucoup en rigueur scientifique. Maboula Soumaoro, vous avez un pied sur les deux continents. Est-ce que vous faites ce constat en France et aux États-Unis? Ce constat de
Ce que venait de dire Madame, c'est-à-dire que vous disiez en gros que voilà que ces théories en fait infiltrent la pensée dans les universités, si je vous résume. Non, enfin, je pense que là, on a peut-être une vision de l'espace universitaire complètement différente. C'est-à-dire que l'université, en tant qu'institution, enfin, nationale et républicaine, ne peut se penser, ne peut s'imaginer comme tout à fait, on va dire, en retrait, se trouvant en retrait de la société. Donc, en vérité, quand on parle de ce militantisme supposé de certains chercheurs et chercheuses au sein de l'université française, qui travaillent sur des questions qui apparaissent comme nouvelles ou qui travaillent sur des questions qui, du moins, ne sont pas traditionnellement acceptées au sein de l'université, et ben c'est là qu'on va les disqualifier en disant que ce sont des militants. Mais ça, je pense que c'est l'ordre naturel des choses et ça s'est toujours passé de cette façon, au point qu'à un moment de l'histoire, on va dire, enfin pas seulement de la France, ni des États-Unis, de l'humanité, à un moment, ni Madame Hénin, ni moi-même n'aurions pu faire partie de l'université, des institutions d'enseignement supérieur, parce qu'elles étaient tout simplement limitées à un certain, j'ai envie de dire, un certain type et une certaine classe d'hommes. Et les premières femmes qui ont, qui ont effectué des travaux sur les questions, je sais pas moi, du féminisme, de l'identité de femme, des identités de genre, évidemment, ont été décriées comme des militantes et non des esprits qui réfléchissaient. Emmanuelle Hénin, je vous laisse répondre. Oui, alors, bien entendu, il ne s'agit absolument pas de décrier les travaux, ni sur les femmes, ni sur les sociétés postcoloniales, ni même sur les traces du colonialisme dans les sociétés actuelles. Aucun sujet n'est tabou. Les sujets que vous dites, c'est très très bien qu'ils soient abordés et il ne faut vraiment pas confondre cela. Simplement, nous critiquons le biais par lequel ils sont abordés, qui n'est pas du tout un biais scientifique. Nous critiquons les concepts de intersectionnalité, privilège blanc, fragilité blanche, toute une nuée de concepts qui sont des concepts militants qui n'ont aucune assise solide. Nous critiquons les enquêtes, enfin plutôt justement le manque d'enquêtes. En France, il n'y a pas de département de laboratoire, de doctorat d'études. Il y a énormément de laboratoires sur le genre. Il y a partout ça. Vous recevez, si vous êtes universitaire, chaque semaine, vous recevez des nouvelles de tel laboratoire sur le genre, de telle conférence sur... Enfin, je veux dire, l'intersectionnalité, le décolonialisme, etc. Maboula Soumaoro, vous n'êtes pas d'accord ? En termes institutionnels, j'aimerais bien avoir des chiffres sur cette multitude écrasante de laboratoires financés, performants, opérants, qui développent ces questions. Je pense qu'il y a effectivement un plus grand appétit pour ces thématiques, un plus grand nombre de doctorants et de doctorantes qui voudraient étudier cela, mais le nombre de laboratoires écrasants qui déverseraient sur le reste de la France ce genre de thématiques déjà, et en plus je pense qu'il est important au point de vue de l'honnêteté et par rapport aux personnes qui ne sont pas spécialistes de la sphère universitaire, il y a une différence entre les laboratoires et les départements. C'est au sein des départements que sont enseignées les thématiques. Donc un laboratoire peut très bien travailler sur une question qui ne fait pas partie. Maboula Soumaoro, pardonnez-moi, si je résume, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on surestime la puissance de ce mouvement en France et dans les universités françaises? C'est ça que vous nous dites? On le surestime au lieu de dire honnêtement qu'on en a peur. Et au lieu de dire que c'est peut-être ce que l'on considère comme un mouvement est une tendance à questionner. Et à appeler à une nouvelle organisation de la société dont fait bien entendu partie le domaine de la recherche et de l'université. Emmanuelle Hénin, d'accord. Alors est-ce que vous appelez questionner, par exemple, interdire une représentation ou interdire une conférence? Est-ce que ça c'est de la question pour vous? Est-ce que c'est une démarche universitaire? Mais je ne sais pas, il faudrait me donner le contexte, il faudrait me donner... La représentation des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne, il y a un peu moins de 2 ans, une conférence de Sylvia Nagachinsky, il y a quelque temps, une conférence de Sabine Procoris, il y a 2 semaines ou 3 semaines, etc. D'accord. C'est ça que l'on critique, c'est cette obstruction. Voilà. Et quand il y a par exemple, quand il y a une représentation à la Sorbonne, c'est une représentation qui est donnée, je ne sais pas moi, par un département, c'est une représentation qui est donnée, qui fait partie des activités d'un laboratoire de recherche. Qu'est-ce qui a été... vous n'êtes pas au courant? C'est très simplement. Non, enfin, si, je suis au courant, mais je voudrais savoir, cette représentation relevée, de quelle branche de l'université pour qu'on parle d'une attaque D'accord,
Alors simplement, elle était donnée dans les murs de la Sorbonne par une troupe formée d'étudiants et pilotée par un professeur de grec ancien passionné par son métier et très engagé d'ailleurs dans les luttes sociales, etc., à l'antiracisme. Simplement, il a eu le tort de commettre un délit de blackface dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'ici. Vous parlez de peur tout à l'heure. On va essayer on a bien compris que là, c'est les termes du débat qui sont difficiles à définir. On va simplement avancer parce que l'interview avance. Dans une interview, vous expliquez que plusieurs collègues ont renoncé à participer à votre colloque par crainte. Ça veut dire qu'il y a une peur aujourd'hui autour de vous. Il y a une véritable pression. Vous vous censurez, par exemple, dans vos cours ? Alors, on nous dit que le wokisme n'existe pas, qu'il n'y a aucune pression. Sauf qu'à l'annonce de notre colloque, on a eu des cris d'orfraie de tous nos adversaires et on a eu, à l'inverse, des messages par dizaines et dizaines. Merci, merci, merci. Merci d'organiser ce colloque. Merci de mettre le doigt sur un vrai problème de l'université française, un phénomène tout simplement de censure massive. Vous vous auto-censurez, par exemple, vous en cours, vous êtes professeur, il y a des choses que vous ne dites plus ? Il est sûr que... Bon, moi, j'ai la chance de travailler en littérature, sur des périodes anciennes, enfin, quoique les périodes anciennes sont justement très suspectes, mais je n'ai pas encore rencontré de censure directe, mais oui, je pense que je ferai attention à ce que je dis dans certains... On a des témoignages d'autocensure quotidien, oui. Maboula Soumaoro, vous l'avez compris, on arrive au bout. C'est intéressant. Comment vous expliquez, vous, quand même, cette séduction qu'opère ces nouvelles terroristes chez une nouvelle génération de chercheurs ? Comment vous l'expliquez pour conclure ? Je pense que c'est une évolution logique et c'est vraiment aussi l'air du temps. C'est aussi peut-être la puissance et l'énergie de la jeunesse qui peut-être, quand le groupe est jeune, est plus à même, je ne sais pas, peut-être plus passionné ou plus à même de questionner des fonctionnements anciens, rétrogrades, conservateurs de n'importe quelle société. Il y a toute une histoire sur l'implication de ce qu'on appelle la jeunesse, qu'on pourrait mettre au pluriel, dans tous les mouvements sociaux. Mais je voudrais juste dire un mot... Vraiment très rapide, vous avez 10 secondes pour conclure. Sur l'autocensure, je m'étais moi-même inscrite au colloque en ligne puisque je suis à l'étranger et je n'ai pas été admise dans la salle, dans le Zoom hier matin. Donc ça m'intéressait de voir ce qui se disait. Alors Emmanuelle Hénin fait un signe, elle est très surprise. Moi, ce que je vous propose, on voit que le débat est intéressant, qu'il est passionné. On ne va pas pouvoir le poursuivre à l'antenne, mais on va vous mettre en contact et puis vous allez continuer à discuter l'une et l'autre. Merci beaucoup. Et si je peux dire, les menaces, moi je dis que ça fait des années que je reçois des menaces pour ce que j'enseigne et pour ce que je dis dans l'espace public. Merci en tout cas à vous deux d'être venus débattre sur le plateau de 64 minutes. Merci Emmanuelle Hénin et merci Maboula Soumaoro et on vous laisse continuer la discussion entre vous hors antenne.